Je suis le cher. Si j'étais une couleur, je serais le rose fuchsia, parce que j'aime mon papa. Je suis le cher. Si j'étais une couleur, je serais le vert. Parce que le vert, c'est la nature. Et si j'étais sûr, je trouverais ça pur comme un silure. Si j'étais une couleur, je serais le vert, parce que j'aime le cher et la terre. Si j'étais une matière, je serais du fer, parce que je suis tel mon père et ma mère. Si j'étais une matière, je serais de l'or, parce que je dors. Je serais le galet. Quand je méditerai, je serai calmé, apaisé. Je suis le cher. Si j'étais un pays imaginaire, moi, je serais Flirty, parce qu'il y a beaucoup de magie. Moi, je serais l'Eldorado, au pays des animaux, parce que j'aime regarder les oiseaux en train de pêcher dans l'eau. Si j'étais un pays imaginaire, je serais le cœur de nuages. Je pourrais voler au-dessus de tous les âges. Les mariniers du Jambricot. Les mariniers du Jambricot. Le futreau, il est en bois. Il y a une manivelle. Il y a des places pour s'asseoir. Il y a une porte. Et après, il y a une coque. C'est un bateau en bois, assez long, avec une cabine à l'avant, pour visiter le Cher. Il sert à faire visiter les gens qui veulent, se balader sur le Cher et tout avec le futreau. Il a une cabine, mais il a aussi plein de petits décors comme sur le petit. Il a une dame en métal qui est devant avec une écriture dessus. Ils ont leur prénom. Et le grand, il a un pivert qui mange un insecte dessus. Ils sont décorés. Puis il y a plein de choses. Nous, on était montés dedans et on avait des bancs de chaque groupe. On était, je sais pas moi... Oui, voilà. Les bancs, je crois qu'ils se replient. Il y a écrit sur la cabine passagers autorisés 10. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 personnes dans le Jambricot, pas plus. Et là-bas, nous, on n'a pas été dans celui qui est plein d'eau. Et on a été celui avec le banc parce que sinon, comment on ferait pour s'asseoir? On serait debout alors que je me rappelle qu'on était assis, nous, sur le Jambricot. Alors Guy Habert, président de l'association des mariniers du Jambricot. Je suis président depuis 6 ans. J'ai repris l'association avec quelques collègues et maintenant nous sommes 70 adhérents dans l'association. Et on est à peu près 28 et 30 pour faire les sorties en balade, en bateau. Le but de l'association, c'est de faire découvrir le patrimoine fluvial, surtout sur le Cher. Le bateau qu'on a ici devant nous, il fait 12 mètres de long. C'est un futreau. Alors on dit futreau de Loire, mais c'était de la Loire et le Cher. C'est un bateau qui n'est pas très large, qui est assez long. À cette époque, à l'époque, les bateaux faisaient 30 mètres. C'est-à-dire qu'ils faisaient presque 3 fois ceux-là. Ils étaient chargés entièrement de matériaux. Voilà. Principalement des bateaux de fret qu'on a détournés pour en faire des bateaux touristiques. Et aujourd'hui, l'association amène à peu près 1500, 1800, 2000 passagers par an. Alors le bateau, il est entièrement fait en sapin, c'est du Douglas. Toute l'ossature, ce qu'on appelle les membrures, sont en chêne. Ce bateau est moderne quand même, parce que là, c'est un moteur thermique. Je m'appelle Franck, je fais partie de l'équipe des mariniers du Jambricot. Le bateau, c'est le Jambricot 2. 2 parce qu'en fait, la coque a été refaite au départ, il s'appelait le Jambricot. Jambricot, c'était un des derniers mariniers et charpentiers de marine en fait, de Verretz. Voilà, donc c'est ce qui a donné le nom à l'association. C'était le dernier marinier et charpentier de marine de Verretz. Alors le futreau, c'était un bateau qui était créé en fait pour faire des transports sur des courtes distances. En fait, contrairement à la gabarre qui est beaucoup plus large et beaucoup plus longue, en fait, qui faisait des grands trajets. En fait, le futreau c'était un bateau qui était fait pour transporter de la marchandise, mais sur des distances assez courtes, en fait. À l'époque, les gabarres,
ils les construisaient à un endroit et quand ils étaient arrivés à destination, ils démontaient la gabarre et ils s'en servaient pour faire autre chose parce que il n'y avait pas d'intérêt de la remonter en fait. Et le fûtreau en fait c'est l'intermédiaire entre la barque et la gabarre qui permettait de faire du transport de marchandises sur des distances relativement courtes, on va dire. Ça date le fûtreau, je ne sais pas, ça a dû être inventé vers 1500 en fait. Hein. Et après ça a évolué en fonction de la navigation. Mais le fûtreau, c'est un bateau qui a toujours existé en fait, hein, qui a été adapté ensuite. On est sur un siège au bord de l'eau. Ça sert à manger par exemple, à boire l'apéro, à se détendre, à lire, pour écouter la nature, pour voir la vue. C'est que pour voir la belle vue, pour voir des fois, si le soir tu veux manger l'apéro, tu vois le coucher de soleil, pour voir le château, pour voir des choses. On est bien ici. Moi je pense que c'est pour se détendre parce que tu es au bord de la nature, au bord de l'eau et que quand tu lis un livre, tu es dans les airs, tu peux lire et en même temps regarder le paysage. Parce que quand t'es détendu, quand t'es assis, et du coup ça te détend parce que c'est joli autour de toi. Puis t'as pas besoin de bouger, de faire de l'action, comme à la maison par exemple, t'as pas besoin de faire la vaisselle, ou là t'es détendu, t'es sur le bord du cercle, t'as un livre, et t'es détendu quoi. Il est tout doux, il fait doux, il fait pas comme la mer. Parce que la mer, entendre le bruit de la nature, ça peut détendre aussi. Le bruit des poissons qui sautent, le bruit des oiseaux. Ils ont mieux fait de mettre ça là parce que s'ils l'auraient mis plus loin, on n'aurait pas vu la nature, puis on n'aurait pas vu le bord du Cher qui est vraiment lisse. Et c'est plutôt agréable de rester dans un endroit qui est naturel. Et on entend aussi le courant qui passe. Et c'est ça qui détend, c'est que on entend le courant. Et en fait, ça détend avec le bruit des oiseaux. T'es pas obligé de bouger, tu restes sur ton siège et tu peux même t'endormir. Et du coup, ça détend le bruit du courant, le bruit des oiseaux. Puis, voilà. Puis, s'il était plus loin, on n'aurait pas entendu le bruit des courants. On aurait le bruit des voitures. Donc, c'est plus agréable d'être en milieu naturel que d'être en haut à entendre le bruit des voitures. On voit un tunnel. Et pourquoi il y a un tunnel? Qu'est-ce qui peut arriver dans le Cher? De l'eau aussi. Donc si tu veux, il y a une rivière qui passe sous la ville. Cette rivière, elle s'appelle la Gironde et elle passe sur toute la ville. Et elle vient se jeter dans le Cher. Disons qu'elle passe sur toute la rue Chaude. C'est la rue qui monte à l'école, qu'on n'a pas pris tout à l'heure parce qu'il y a de la circulation. Elle passe entièrement sous la rue Chaude. Ça veut dire que si on casse le béton, on atterrit dans la rivière. Mais comment ils ont fait pour creuser le tunnel? Alors, la Gironde n'est pas une rivière, la Gironde est un écoulement d'eau pluviale. Je suis Christian Roche, je suis premier adjoint de la commune de Verretz. À Verretz, on a 3 vallées, des petites vallées qui sont perpendiculaires donc au Cher, à l'angle droit, là, c'est perpendiculaire.
Ces vallées récoltent des eaux pluviales, quand il pleut, de tous les bassins. Et la Gironde, elle récupère les eaux pluviales, les eaux qui coulent par les fossés, tout ça, depuis la forêt de l'Arcet, la ligne de TGV, ça traverse la forêt, ça rentre dans les étangs qui sont dans la forêt, et ça coule jusqu'en bas du cimetière. À cet endroit-là, elle devient souterraine, elle est canalisée en briques, et elle se jette dans le Cher sous l'ancien hôtel Saint-Honoré. En 2007, comme il y avait des problèmes de capacité dus à la mise en place de la ligne TGV, on a doublé, c'est-à-dire qu'on a fait une deuxième canalisation d'1 mètre de diamètre qui se jette en face de la fontaine de Bacchus, sous l'arrêt de bus. Donc il y a 2 exutoires, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres exutoires qu'on voit beaucoup moins. Il y a celui qui est sous l'allée de la Guyenne. Donc il y avait la Gironde et la Guyenne qui récoltent aussi tout le bassin versant de tous les lotissements qui sont plutôt sur la gauche quand on regarde vers le sud, qui sont sur la gauche. Donc tous ces lotissements-là, le ruisseau des Ruaux, tout ça, ça va dans la Guyenne. Là, donc, on est en bord de Cher. Et moi, je voulais que les enfants, si vous vouliez bien regarder vers le Cher et nous décrire ce que vous voyez en bord de Cher, là, à cette saison où on est encore normalement en hiver. Qu'est-ce que vous voyez? On voit des épines, de l'herbe. On voit beaucoup de végétation. On voit des fleurs jaunes. Il y a des jonquilles. Les pâquerettes, il y en a même qui sont roses, alors que d'habitude, en hiver, elles sont même pas éclos. Elles sont même pas éclos, et là, elles sont... Et... Oui, mais normalement. Et normalement, elles sont encore en bourgeon. Et puis, en plus, c'est que au printemps que ça arrosit, alors que là, c'est déjà... c'est déjà rose, regarde. Oui, Kélia, normalement, c'est pas... Mais oui, mais c'est déjà rose. Oui, mais normalement, non. Bah là, oui. Il existe aussi comme les petites cloches, là, blanches, qui sont là-bas. Elle a combien de pétales? Je sais ce qu'il y a quand même. Il y en a 3. 3 pétales, ils ont quelle taille à peu près? Ils ont la taille au moins de 2 cm 4. Ils sont plutôt larges, étroits, vers le haut, vers le bas. Comme des ongles. Et alors comment elle s'appelle cette fleur? Je sais pas. Non. Elle s'appelle le perce-neige, il me semble. Oui. C'est la première fleur qui sort de terre en janvier. Et qui perce la neige. Qui perce la neige quand il y a de la neige. Vous venez d'où? Je viens de pas loin, justement au bord du Cher, Azé-sur-Cher. Et vous allez jusqu'où comme ça? Je sais pas, on verra bien, jusqu'à ce que mes jambes me disent de faire demi-tour. Donc l'important c'est d'être au bord du Cher et puis de pédaler dans la nature. Non, mais c'est juste là-bas, il fait beau, le printemps arrive, on a l'impression quoi. On a vraiment envie d'être dehors, on prend le vélo puis on verra bien quoi. Regardez autour, enfin plutôt là d'ailleurs, c'est vert partout. La nature, elle est en train de perdre un peu la boule. Oui, ça bourgeonne déjà. Donc moi, c'est un peu ça qui me frappe, c'est que c'est très en avance et que du coup, il y a un espèce de dérèglement climatique quand même. Donc ici, il fait plus chaud qu'il y a pas mal d'années. Donc c'est en train de changer tout ça. Mais juste, vu que vous savez pas où vous allez, vous allez faire comment après pour retrouver votre chemin? Demi-tour. Et le côté pratique, c'est qu'on suit le Cher et puis le retour est facile, on le suit dans l'autre sens, quoi. Voilà. On peut se baigner, on peut pêcher du poisson, on peut faire pipi dans l'eau si on a envie, on peut... ce qu'on veut. Poétiquement, le Cher.
Un endroit de calme, de quiétude, qui évolue aussi, peut-être même dans le bon sens maintenant, parce que plus ça va et moins on canalise les choses, donc laisse un petit peu le Cher aller là où il veut lui aussi. Et donc je le vois comme une onde tranquille. On voit le château de Verretz. Le château, il a été démantelé à la Révolution française. Donc, ça veut dire, en gros, on a enlevé des pièces. On a remis les pièces, on a fait des nouvelles choses et il fait beaucoup de mètres carrés. Le premier château, il allait jusqu'à la rambarde. Il a été démonté à la Révolution. Ils se sont servis des pierres pour reconstruire à droite et à gauche. Ça, c'est la première chose. Et dans ce château-là, c'est là qu'a été écrit l'édit de Nantes. Il a été vendu récemment. Alors, je suis Mercedes Wittgrain et avec mon époux Michel, nous avons donc fait l'acquisition de ce château il y a maintenant 2 ans. Nous sommes des passionnés de la vieille pierre, de l'histoire. Nous passons régulièrement devant le château de Verretz, bien qu'habitant Vouvray, puisque nous sommes propriétaires de la maison de retraite de Verretz, Mémoire du Verger. Et donc, à chaque passage, on pouvait contempler ce château sur le pont de Verretz. Et chaque fois que nous passions sur le pont, nous avions le plaisir d'admirer ce beau chef-d'œuvre qui est très particulier parmi les châteaux de la Loire. Parce que, de par son architecture néo-baroque, il est un peu unique dans le coin. Voilà. Quand on l'a acheté, il n'y avait pas d'objectif, c'était l'acheter. Et donc, on ne savait pas du tout ce qu'on allait en faire. Donc, il y a eu à peu près 6 mois d'hésitation. Tout avait été approché comme possibilité, le louer, en faire des appartements, faire des open space pour du travail. Enfin, tout a été évoqué. Et puis, on est arrivé à l'hôtel. Puisque l'offre hôtelière sur Verretz est inexistante, et dans les environs, elle est un peu faible, il faut aller sur Amboise, Tours. Donc nous sommes partis sur un hôtel, et ensuite, une fois que le choix de l'hôtel était fait, nous avons décidé de partir sur un hôtel très haut de gamme. Voilà. Donc on rentre par la porte principale, donc qui donne sur le pont du Cher, juste dans l'axe. Voilà, on est dans une entrée qui est très abîmée par le temps et l'absence d'entretien. Et avec des beaux plafonds. Ici sur la gauche, il y a la tour qui est le seul vestige de l'époque Renaissance, et dans laquelle c'est ici qu'aurait été écrit l'édit de Nantes, le fameux édit de Nantes. C'est l'édit qui a permis de régler les problèmes entre les catholiques et les protestants à l'époque d'Henri IV, qui a dit que Paris valait bien une messe. Nous avons prévu de le mettre fortement en valeur. Toute l'histoire du château sera valorisée à l'intérieur dans la décoration. Toute son histoire depuis la Renaissance, l'édit de Nantes, toute son histoire sera mise en valeur. Ici, c'était les salons. Il y a des beaux plafonds à caissons qui sont décorés. Ici, ce sera le bar de l'hôtel. Ici, il y a un autre salon avec aussi des beaux plafonds décorés. Il y a des très beaux vitraux sur les fenêtres, dont certains sont cassés, abîmés. Donc nous allons les restaurer. Tout sera restauré à l'identique. Ici, ce sera la salle à manger. Alors ici, c'est une partie qui a été... il y a eu une extension du château en 1900. Et donc cette partie-là a été rajoutée à cette époque. Ici, c'est un petit salon qui servira d'une salle pour faire des petits séminaires. Voilà, alors ici, il y a une autre pièce qui est très boisée, pareil, avec des beaux plafonds et qui servira de salle aussi de restaurant et de petit déjeuner. Dans cette partie-là, alors là, c'est la partie un peu moins belle, c'était les cuisines. Elles retrouveront cette fonction de cuisine. Alors après, à l'étage, il y a les chambres, et c'est en 2 parties, puisque vous savez, dans les châteaux, il y avait la partie noble pour les propriétaires, et puis on va dire les communs pour le personnel, et donc il y a 2 accès. Ce
qui nous obligera, nous, donc cet escalier-là dessert les chambres, on va dire, nobles, et il ne monte qu'au premier étage. Pour accéder au deuxième étage, il faut prendre l'escalier de service. Donc ça nous amène à faire, ce sera les travaux les plus importants, faire une trémie et un ascenseur, puisque les normes en termes de réception des personnes, c'est les normes PMR. Voilà, alors ça ce sont les chambres au sud, mais qui ne sont pas les plus belles. Ici, le couloir dessert une multitude de chambres, dont celle-ci, il y en a 2 qui sont très belles. Les pierres qui sont décorées comme ça, et on a une belle vue sur le pont. Alors quand le château a été racheté à la fin du siècle, et les travaux en 1904, ça c'était la chambre de monsieur, une chambre, et là c'était la chambre de madame. C'est comme ça que c'est marqué sur les plans. Vous voyez, il y a du travail. Voilà, et donc si on veut monter au deuxième étage, on est obligé de prendre l'escalier de service, c'est celui-là, donc qui amène au deuxième étage. Où il y a des chambres, celle-là je ne peux pas vous l'ouvrir parce que elle a gonflé la porte, on ne peut plus l'ouvrir. Mais bon, il y a différentes chambres qui ont été aménagées par la précédente propriétaire, Madame de Maintenon, en appartement, qui ont été mis en location pendant des années. Voilà. Alors ici, on est toujours dans la fameuse tour Renaissance de l'édit de Nantes, au-dessus. Bon, elle fait des appartements. Alors, le rez-de-chaussée et le premier étage, on ne touchera pas du tout à la structure. Les pièces vont rester telles qu'elles sont. Par contre, ici, au deuxième, ça va être remanié, parce que vous voyez, c'est n'importe quoi. Donc ici, vous allez voir une charpente, une belle charpente. Attention à la tête, là, c'est ça. Je vous le dis parce que je me suis cognée plusieurs fois. Donc ici, on est donc dans le grenier du château, et en face de cette fenêtre, il y a le pont du Cher. Vous le voyez quand vous êtes sur le pont, cette pièce-là. Alors attention parce que là, il y a une marche qui est passée. Je vais vous montrer la plus belle vue du château. Alors là, on est sur le toit du château, carrément. Et à cet emplacement, nous allons faire un rooftop. C'est tout en haut du château, voilà, à droite de la grande tour. Donc voilà, d'ici, on a une vue magnifique sur le Cher. Et le Cher, c'est vraiment un plus pour le château. Mais il n'est pas là pour rien. Mais en général, les châteaux étaient construits au bord des rivières. Voilà. Donc la belle vue qu'on a sur le Cher... et la belle vue qu'il y a depuis le pont sur le château sont des atouts incontestables. Le Cher, quand je te regarde, je vois une belle rivière et je te souhaite de retrouver ta couleur. Si tu étais une fleur, tu serais une pâquerette parce que c'est simple comme toi. Le Cher, quand je te regarde, je vois un joli dégradé et je te souhaite de vivre multicoloré. Le Cher, quand je te regarde, je vois la vie qui bouge et je te souhaite de pouvoir danser. Si tu étais une matière, tu serais de la laine pour me donner de la douceur. Si tu étais un costume, tu serais une robe de feuilles pour me faire tourner. Le Cher, quand je te regarde, je me vois et je te souhaite de vivre en liberté. Si tu étais un animal, tu serais un lion parce qu'il peut te protéger. Quand je te regarde, je vois les oiseaux et je veux réaliser tous vos souhaits sur l'eau.
y a un poisson qui vient de sauter là. Et comment tu remarques qu'un poisson a sauté? Parce que je l'ai vu et quand un poisson saute, soit c'était un oiseau, mais il n'y avait pas d'oiseau ici, donc c'était un poisson qui a sauté pour éviter la mort, quoi. Ah oui, il y a des poissons. Moi, j'en ai vu sauter et mon papy, il me dit que c'est parce qu'il y a un brochet qui essaye de les manger ou un autre poisson. C'est-à-dire que quand on voit un poisson sauter, c'est parce qu'il est chassé par un autre. Ou alors, c'est qu'il essaye de manger un autre. Parce que là, je ne l'ai pas vu sauter, il était assez gros pour pas se faire manger, mais ça peut être ça quand même. Ton grand-père, il est pêcheur? Oui, il est pêcheur. Il habite où ton grand-père? À Saint-Avertin. On a un pêcheur de Saint-Avertin alors. Comment il s'appelle? Jean-Paul. Tu penses qu'on pourrait appeler ton grand-père un de ces quatre et puis lui demander de venir nous expliquer la pêche sur le Cher? Mon prénom, Jean-Paul, voilà. Mon nom, Souchet, bon, peu importe. Hein. Voilà, puis je suis retraité maintenant depuis une douzaine d'années. J'habite à Saint-Avertin. J'ai commencé à pêcher avec mon père en 1957. Et vous aviez quel âge à cette époque-là? 7 ans. Est-ce que vous pêchez souvent? Oui, je pêche le plus souvent possible parce que pour être bon en pêche, il faut y aller très souvent, plusieurs fois par semaine. Quel type de poisson pêchez-vous? Essentiellement la pêche au toc, là, avec le plus simple, avec une canne et un fil, comme j'ai amené là. Moi, je pêche au lancer, je pêchais au lancer avant, mais avec l'IOS, on pêche que comme ça. Parce qu'on va sur le petit Cher, là, qui est très poissonneux d'ailleurs. Hein. Alors, sur le petit Cher, bon, on pêche au coup, quoi, comme ça. Quel poisson pêchez-vous le plus? La blette, le gardon, la brème, la tanche occasionnellement, tout ce qui veut mordre à l'appât, quoi. Hein. Vous mangez les poissons que vous pêchez ou vous les relâchez après? Je dirais que maintenant, il n'y a plus guère de gens qui les mangent. Hein. Soit on les relâche, soit on les met dans un bassin pour essayer de faire autre chose, hein, notamment de la pêche au vif, mais j'y vais rarement. Mais la plupart du temps, ce sont des petits poissons, donc ça convient bien pour faire des vifs. Mais on ne mange jamais nos poissons. On fait de ce qu'on appelle du no-kill. Même à une époque, quand vous étiez plus jeune, vous n'avez jamais fait ça? À l'époque, c'était différent, on les mangeait à l'époque. Aujourd'hui, il y a tellement de pollution que les gens ne veulent plus manger les poissons. Vous voyez rien apparemment, mais c'est dans l'eau. Il y a toutes sortes de matières qui se promènent là-dedans. Mini, on voit rien, mais il est là. Non, il n'est pas aussi propre qu'il était il y a 60 ans. Hein. À notre époque, il y a 40, 50, 60 ans, on mangeait la friture. Donc c'était des petits poissons que vous mangiez il y avait de tout à l'époque. À l'époque, on allait au minuscule, au petit verron, là, avec on appelle ça des bouteilles, mais c'est des petits tonnelets en verre là qu'on mettait dans les ruisseaux parce qu'il y en avait plein. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. La pollution est passée par là. Il n'y a plus rien. Avant, il y en avait des bancs entiers. On pêchait ça, on les mangeait entiers, à la poêle, ce qu'on fait. Puis après, il y a le poisson plus gros, évidemment, qu'on faisait frire aussi, quoi. Hein. Voilà. Avec quel matériel pêchez-vous? La petite canne, là, voilà, avec ce que j'ai dans la caisse, là. Voilà, il y a des lignes. Alors, une ligne, c'est quoi? C'est du fil, nylon, avec un bouchon, et puis un bas de ligne avec un hameçon. Hein. Et puis, il y a quelques plans pour assurer la plombée. Hein. Voilà. Et puis, on appâte. On met une èche. Quand on va à la pêche, il faut toujours garder le temps. Hein. Il faut garder où on est sur le plan d'eau où on se trouve, hein, en fonction de la saison, en fonction de tout ça. Hein. Par exemple, en hiver, on va favoriser des èches, des vers de vase, des vers de terreau. Hein. Et puis en été, c'est plutôt les farines, les choses comme ça, la pâte, le blé, etc. Hein. Hein. L'hiver, c'est l'asticot, le ver de terreau, voilà. Il y a marqué défense d'entrée.
se dire qu'on n'a pas le droit d'entrer. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de rentrer alors qu'avant on pouvait? Peut-être parce que sinon ils peuvent tomber là-bas. Parce que peut-être que maintenant c'est à quelqu'un. Parce qu'il n'y avait pas des pentes et là-bas il y avait des pentes et là il n'y a pas de pente pour descendre. Mais aussi là-bas derrière un arbre il y a une boîte en bois. J'ai rencontré une marcheuse tout à l'heure et elle me disait qu'elle a vu à plusieurs reprises des jeunes qui s'installent ici pour nettoyer et préserver cet espace et ils mettent juste le petit panneau pour éviter que les gens viennent abîmer cet espace. Mais ce n'est pas un endroit privé, ça reste un endroit public. Ce sont des gens qui de manière bénévole viennent préserver le Cher. Et en mettant ce petit panneau, finalement les gens n'y rentrent pas puisqu'il y a marqué défense d'entrée. Pour moi, on ne peut pas y rentrer. On ne sait pas si c'est vraiment privé. C'est écrit d'abord, donc logiquement c'est privé. Pour être sûr que ça ne soit pas privé, il faudrait aller sur le cadastre et voir si c'est une parcelle privée ou si c'est quelque chose qui est public. Parce que dans un bois, vous pouvez très bien avoir sur l'arbre, que ce soit marqué propriété privée, mais que le sentier soit un sentier communal et on a le droit d'y passer. Nous, quand on fait des randonnées, on regarde sur le cadastre pour savoir si le chemin est public ou s'il est privé. S'il est privé, on n'y va pas. Si effectivement on nous dit les bois de chaque côté, c'est privé, mais le chemin est communal, on a le droit d'y passer. Et là, c'est pas, par exemple, là, dans ce qu'on voit, c'est pas indiqué, on est d'accord, il y a marqué privé sur un arbre. Il y a marqué privé. Pour moi, privé, c'est privé. Privé, chez vous, il n'y a pas écrit privé, les gens ne rentrent pas dans votre cour. Bah, pour moi, c'est un peu pareil. On peut se renseigner puis voir une prochaine fois quand on passe par là. Voilà. Ouais. Le Cher n'est pas privé, le Cher est public. C'est-à-dire qu'au bord du Cher, vous pouvez passer. Moi, c'est Natacha Monnier. Je travaille pour un syndicat de rivière. Donc, je suis la directrice de cette collectivité. C'est un regroupement en fait de plusieurs communautés de communes qui se regroupent pour gérer l'eau et les milieux aquatiques. Donc, elles ont décidé de coopérer afin de restaurer la rivière, les zones humides et aussi de gérer vraiment le Cher de Saint-Aignan sur Cher jusqu'à la confluence avec la Loire. Il y a 2 départements, le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Est-ce qu'on a le droit d'accéder au bord de la rivière partout ? Sur le Cher, c'est une des chances que nous avons, du fait qu'avant on était domaine navigable, on est resté domaine public fluvial. Ça veut dire que on a le droit d'accéder au bord de la rivière à pied partout. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une servitude de marchepied qui fait 3,25 m. Et du coup, on a obligation, en tout cas le propriétaire a obligation de laisser passer les piétons au bord de la rivière. Et ça, c'est une chance, parce qu'il y a assez peu de rivières domaine public en France. On a beaucoup plutôt de rivières qui sont du domaine privé. Et donc, voilà, il faut en profiter. Alors en fait, au niveau de ce bois, on n'a pas le droit d'aller sur la propriété, sur la parcelle, mais vous avez le droit de cheminer au bord de la rivière, donc sur une largeur de 3,25 m.
Ici, on voit une cabane fabriquée avec des branches. Je vois que c'est une cabane parce que on voit déjà un toit avec les branches et je vois aussi des arbres rapprochés pour que les bâtons tiennent. Peut-être que ça sert pour protéger les animaux, pour se abriter dessus. Dessus pour les animaux. Et aussi, de l'autre côté, je vois une entrée. On dirait qu'ils voulaient imiter Koh-Lanta. Pour construire une cabane, on sert de la nature des branches et parfois c'est pour faire comme du lit de l'herbe. Si on a envie de dormir et la nuit, on peut prendre des herbes c'est plus confortable. Pour faire une cabane, déjà on prend du bois sec et il faut pas que les arbres y bougent parce que sinon la cabane elle va s'effondrer et après elle va devenir toute raplapla. Moi pour construire ma cabane je prends du bois mort et je prends un endroit où c'est qu'il y a beaucoup d'herbes pour ma serre et je prends aussi qu'il y a des arbres et puis c'est tout. Moi je prends des bouts de bois, des petits et des grands, des cailloux pour construire un petit mur. Et je regarde à des endroits où il y a 4 herbes au même endroit. Moi, avant de faire ma cabane, je me promène pour ramasser des choses. Et après, par exemple, si je trouve une planche de bois, ça peut me servir pour le toit. Je la fais tenir avec des bouts de bois. Et puis pour le sol, je cherche des feuilles. C'est vrai que notre génération faisait des cabanes dans les bois. Et c'était marrant pour se cacher, pour passer un moment, pour faire un goûter. Voilà. À droite, il y a un champ. Avant, c'était un champ, mais du coup, comme c'est l'hiver, c'est tout raplapla. On voit des restes de maïs. Ceux qui cultivent dans les champs, ils s'appellent des agriculteurs. Où les agricultrices. Ça vous dirait de rencontrer la personne qui est agriculteur ici ou agricultrice? Je pense qu'on a plein de questions à lui poser à cette personne. Bonjour, comment vous appelez-vous et depuis combien de temps êtes-vous agriculteur? Bonjour, je m'appelle Anthony Quillet, je suis agriculteur depuis 1998 et je suis la 3e génération sur l'exploitation. Elle se situe à Montlouis-sur-Loire. Mais les terres, c'est Montlouis, Verrette, Sazé. Que produisez-vous dans votre champ? Donc je produis des céréales. Et en type de céréales, il y en a pas mal. Donc c'est du blé, de l'orge, de l'avoine, du maïs, du soja, du sorgho, du millet, du sarrasin, du colza. Il peut y avoir du lin. Aujourd'hui, dans les champs en ce moment que vous pouvez voir, c'est du blé. Et puis il y aura d'autres parcelles où ça va être planté en maïs et en soja. Et vos parcelles elles vont jusqu'où en fait? Il y en a dans la vallée du Cher, donc ça va du pont de Verrette jusqu'à un petit peu avant Azé-sur-Cher. Et puis sur les dessus de Verrette aussi, là, pas très loin d'ici. Et puis j'en ai aussi dans le vignoble à Montlouis-sur-Loire. Et les cultures sont adaptées en fonction aussi du type de sol qu'on a. Les sols, ils sont pas tous les mêmes, et il y en a d'autres qui sont plus propices pour certaines céréales et d'autres pour d'autres céréales. Donc on adapte les cultures en fonction du sol aussi. Donc moi j'en ai une parcelle, c'est la toute première, au pied du pont, et à 100, je sais pas, elle doit faire 500 mètres de long ou un truc comme ça, qui est en blé aujourd'hui. Dans la vallée du Cher, c'est un sol, c'est ce qu'on appelle des alluvions. Vous avez peut-être pas vu, ou je sais pas pour certains, mais
Donc le Cher, il peut inonder. Donc c'est des terres d'alluvion, donc c'est un type de sol qui est plus ou moins argileux et sableux. Donc les cultures adaptées dans la vallée, c'est plutôt des cultures comme le blé, en culture d'hiver. C'est-à-dire le blé, il se sème au mois d'octobre, il se récolte au mois de juillet, donc il est, pendant sa phase de cycle, il traverse l'hiver. Et ce qui est très bien adapté aussi, c'est les cultures, ce qu'on appelle d'été. Donc c'est des plantes qu'on sème au mois d'avril, mai, et qui mûrissent au mois d'octobre, donc qui traversent la phase d'été. Et donc comme le maïs, le soja ou le sorgho. Donc en fonction des types de sols, on adapte les cultures. Sur les plateaux, c'est plus compliqué de certaines cultures de faire parce que le type de sol ne s'y prête pas forcément. Quelle est votre manière de produire? Donc ma manière de produire, mon système de culture, ça s'appelle l'agriculture de conservation des sols. Donc c'est un système de culture qui se repose sur trois grandes choses en fait. La première chose qui est primordiale, c'est l'arrêt du travail du sol, pour pouvoir respecter la vie biologique du sol. La deuxième, c'est une rotation de culture, c'est pour ça que je fais plein de cultures, pour qu'il y ait une rotation. Et puis la troisième, c'est la couverture, ce qu'on appelle la couverture permanente. Donc entre les cultures, on sème d'autres plantes, ce qu'on peut appeler des engrais verts, mais on s'interdit de voir la couleur du sol en fait. Il faut toujours que le sol soit recouvert par des plantes. Voilà, c'est un système de culture qui est très peu connu. On est à peu près 4% en France à le pratiquer. Dans certains pays, c'est bien plus. On est très en retard en Europe sur ce système-là. Mais c'est un système qui est beaucoup plus vertueux vis-à-vis de l'environnement parce que c'est un système qui stocke plus de carbone, là c'est très technique, mais qui améliore l'infiltration de l'eau, qui améliore la fertilité des sols, qui sont plus riches naturellement. Voilà. Vous n'utilisez pas de produits de désherbants, des choses comme ça? Si. Oui. Sincèrement, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Dans notre système à nous, pour pouvoir gérer l'enherbement, vous avez soit le travail du sol, mais qui abîme le sol et qui fait échapper des gaz à effet de serre en fait, et qui est très énergivore aussi. Hein. On consomme beaucoup plus de carburant en travaillant les sols. Ou soit vous l'avez notre système qu'on pratique, mais on est obligé d'utiliser des désherbants. Est-ce que vous travaillez seul? Non, je ne suis pas seul. Je travaille, c'est une exploitation familiale, donc il y a ma femme, il y a mon papa qui est à la retraite aujourd'hui, mais c'est comme s'il était sur l'exploitation, il travaille toujours. Un agriculteur ne s'arrête jamais. Et puis il y a 2 salariés, et puis j'ai mon premier... mes enfants qui veulent aussi travailler sur l'exploitation. Et donc, le premier va bientôt arriver, dans un an et demi, quand il aura fini ses études agricoles. Avec quel matériel et outils travaillez-vous? Le matériel que j'utilise, bien sûr, il y a tracteur, moissonneuse pour pouvoir récolter. Mais après, dans notre système, comme on ne travaille pas les sols, en fait, on a différents types de semoirs. Et puis après, c'est des remorques, ça va être un épandeur à fumier aussi, il va y avoir un épandeur à engrais, un pulvérisateur, et qu'est-ce qu'il va y avoir après? Quelques matériels, des rouleaux, mais il n'y a pas de charrue, il n'y a pas d'outils qui travaillent le sol. Donc en fait, sur mon exploitation, il n'y a pas beaucoup de matériel, dû à mon système. On voit déjà des tuyaux, je vois un tuyau bleu et des pneus. Moi je vois un gant et un tuyau bleu clair. Moi je vois une bouteille de vin. Moi je vois une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau vide. Moi j'ai vu sur une branche qui est au ras de l'eau, il y a on dirait une carte. La question c'est pourquoi c'est à cet endroit qu'ils ont déposé ces objets là et pas aux autres endroits. Ce qu'on voit c'est surtout des déchets. Je vois plein de pneus,
un vélo d'essence, des tuyaux, et je trouve que c'est pas très bien pour la nature. Ça pollue. Mais on voit aussi des planches de bois. On voit des briques qui sont cassées. On voit des bouteilles de verre et c'est pas bien d'en mettre parce que par exemple s'il y a des animaux errants qui viennent, ils veulent essayer de le manger ou que c'est cassé, ils s'étouffent et ils meurent. C'est pas bon pour la nature. Les pneus sont peut-être ici parce qu'il y a eu des accidents ici peut-être. Tu crois vraiment à ce que tu dis? Oui, au pire. Au pire, c'est au pire. Attendez, chacun votre tour. Comme dit c'est l'imagination. C'est des gens qui mettent leurs ordures là, voilà. C'est pas n'importe quelle ordure en plus. Non, c'est pas beau. C'est pas des ordures ménagères. Non. Pourquoi ça existe ça? Là, il y a des gens, ils n'ont pas envie de payer le pneu en déchetterie et autres. Lorsque vous avez des pneus qui sont usagés, pour poser les pneus quelque part dans une déchetterie, vous ne pouvez pas. Vous devez déposer vos pneus dans un endroit bien particulier et vous devez payer 5 € le pneu dans cet endroit. Voilà la raison pour laquelle vous trouvez les pneus au bord du Cher. 10, 15, 20, 65. 65 €. Alors, 65 €. Il y a 65 € de pneus. Maintenant qu'ils sont au bord de l'eau là, si on veut les enlever et les mettre à la poubelle, il faut qu'on paye 65 €. C'est ça? À qui c'est maintenant qu'ils sont là, à qui doit payer les 65 €? Là, il y a des La commune. Si c'est la commune qu'il faut qu'il l'enlève. Puisque la commune n'est pas propriétaire des bords du Cher. Ah ben non, donc c'est le NEC, le NEC, c'est les gens qui gèrent les 3 mètres ou qui sont entre la rivière et du bord de la berge jusque là, c'est 3 mètres. Il y a des rivières où c'est la fluviale. Donc c'est pas les communes. Il y a toujours une distance qui est gérée par une association ou un service quelconque. Alors d'abord, on n'a pas le droit de déposer ces déchets au bord de la rivière. On n'a pas le droit de les déposer dans la rue non plus, seulement au niveau des poubelles, mais aussi des déchetteries. Et en effet, on a des problèmes de pneus. Parfois, on retrouve des machines à laver, des canettes de bière. Enfin, on retrouve beaucoup de choses. Alors, la personne qui doit ramasser au niveau du Cher, c'est les services de l'État. Mais comme les services de l'État nous a délégué la gestion du domaine, c'est le nouvel espace du Cher qui, lorsque malheureusement on a un déchet, doit ramasser ce déchet. Est-ce que vous pouvez nous signaler des déchets que vous rencontrez? Oui, en effet, vous pouvez nous le signaler. Vous pouvez aussi le signaler à la commune qui reviendra vers nous. Ensuite, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait de temps en temps un ramassage participatif, notamment avec des accueils jeunes. On travaille avec l'accueil jeune de Bléré. Là, prochainement, on va travailler aussi, je crois, avec l'accueil jeune de Verretz, avec le club de canoë-kayak de Tours. Donc on fait ça à pied et en canoë. Donc voilà, on organise ces séances de ramassage sur la journée.
La borne qui est là, c'est les points cardinaux. Il y a écrit Saint-Martin dessus. DSTM. Direction Saint-Martin. La bande veut dire que c'est le chemin que Saint-Martin a pris. C'est le chemin qui est balisé, qui retrace le parcours de Saint-Martin, qui passe par contre Saint-Martin, qui descend dans la Vienne. Donc on peut le faire dans les deux sens. Si vous le faites dans un sens, vous suivez toutes les flèches rouges. Et si vous le faites dans l'autre sens, vous suivez les flèches vertes. Voilà. Et ça a été balisé par l'association des chemins de Saint-Martin. Le D ne veut pas dire direction, mais doyenné de Saint-Martin. Ça peut être un rapport avec le doyen. Doyen, personne plus âgée. Saint-Martin a fondé l'abbaye de Marmoutier sur les bords de la Loire. Et donc il a fondé effectivement. Alors un doyenné, c'est un territoire. Donc je suppose que Marmoutier, le doyenné, ça correspond effectivement à l'abbaye de Marmoutier. Et Saint-Martin venait de la Vienne. Il était précédemment en Vienne, Ligugé près de Poitiers. Il est venu en Touraine, il a évangélisé à la religion catholique, a prêché la religion catholique dans toute la Touraine, et notamment jusqu'à Cande, sur les bords de la Vienne, là, cette fois. Et il est décédé à Cande. Et il a été ramené à Marmoutier, à l'abbaye de Marmoutier, qui était le siège où il avait vécu les dernières années. C'est donc le chemin dont parlait Roselyne tout à l'heure, qui a été balisé. C'est pour symboliser les trajets qu'il faisait, qu'il pratiquait quand il allait dans les villages. Et puis entre la Vienne et donc entre Cande et Marmoutier, son corps a été ramené en bateau sur la Loire. Je suis en train de faire une petite sortie roller, petite heure au soleil, ça fait du bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça, j'ai commencé à faire ça après le confinement. Et puis là, dès que je peux, dès que j'ai du temps et qu'il fait beau, que la route est sèche, je le fais. Je croise des cyclistes, des piétons et parfois des rollers ou alors des gens qui font un petit peu de ski de fond là. Et puis des animaux des fois, surtout des oiseaux. Je suis pas experte en biodiversité, mais surtout des oiseaux, ouais. C'est très agréable de rouler ici, au bord du Cher. Parce qu'on est un peu dans la nature sans être trop loin de la ville, donc c'est assez pratique de venir ici. Et puis ça permet un peu de déconnecter, voilà, un moment en silence. Parce que j'ai toujours aimé faire du sport un peu dans la nature, pour me ressourcer, pour être loin un peu des écrans et de tout ça, donc voilà. Je pense que ça permet aux Tourangeaux ou même des autres villes alentours de se balader, d'avoir un bel environnement entre champs et rivières. Je sais pas, et puis on peut même faire du canoë dessus je crois, donc c'est quand même cool, c'est quand même sympa d'avoir ça à proximité. On voit de loin, on voit un pont. C'est les trains qui passent dessus. C'est un pont de TGV parce que je le sais parce que j'ai déjà vu des trains passer dessus et c'est des TGV qui sont passés dessus. C'est la ligne Paris-Bordeaux qui passe sur le pont que nous voyons là en face de nous. C'est la ligne TGV, oui. Et c'est la ligne qui est déviée de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, puisqu'il y a une partie de la ligne qui est commune, qui traverse la Loire, et une partie qui traverse le Cher sur ce pont, et une autre ligne qui part en gare de Saint-Pierre-des-Corps. Tous les trains Paris-Bordeaux ne s'arrêtent pas à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Cette ligne ferroviaire, on l'appelle la LGV, ligne à grande vitesse, qui va à grande vitesse de Paris à Bordeaux. Bonjour, nous sommes la classe des CE2B de l'école Robert Doisneau. Nous avons quelques questions à vous poser. Bonjour les enfants de Véretz, nous sommes les aînés de Saint-Avertin. Je suis Maryse. Et moi je suis Kouka. Et nous sommes très contents de vous voir bientôt. Est-ce que vous avez des pneus ?
Alors moi j'ai des pneus, mais ils sont restés sur ma voiture. Enfin sur ma voiture, oui, ils sont pas dans la nature. Hein. Il y a quelques pollutions, mais c'est parce qu'il y a des plantes qui quelquefois sont jetées par des habitants qui ont des bassins chez eux et qui ont des plantes qui se développent beaucoup, qui ont eu la mauvaise idée de les jeter aussi bien dans le Cher que dans la Loire, et qui prolifèrent beaucoup et qui provoquent un petit peu un manque d'oxygénation de l'eau. Et donc ça fait partie du travail quand on nettoie les berges, de retirer ce trop-plein de plantes qui n'étaient pas des plantes locales au départ. Tu veux peut-être parler de la jussie ? Sûrement. La jussie avec des fleurs jaunes. Oui, c'est ça. Et ça, alors l'hiver, je ne sais pas comment elle est, cette plante, mais l'été, moi en promenant justement l'été dernier sur cette piste cyclable, j'ai vu en effet des tracteurs, des pêcheurs d'abord, qui vont récupérer cette plante et mis dans des bateaux et après c'est transporté par des camions. C'est un travail de titan, ça, de nettoyer ce Cher. Faut chercher la plante à la base, quoi. Et ça s'appelle la jussie, si je me trompe pas. Est-ce que vous avez un champ chez vous? Alors, dans mon quartier, quand je suis arrivée dans les années 1984, ce n'était que des vergers, des cerisiers, des pêchers, de la vigne, en effet, comme tu dis, Kouka. Et donc, j'ai vu ces champs disparaître. J'ai vu les maisons se construire à partir, donc la mienne, notre quartier de 1984, et après tout agrandir, le haut de Saint-Avertin côté Placier, après aller vers le Nouveau-Bois. Mais au départ, ce n'était que des vergers, donc quelques grands fermiers. J'en connais ces deux grands fermiers, donc c'est vrai qu'il n'y a plus, à part cette viticulture, il n'y a plus de terrain cultivable. Avez-vous beaucoup d'agriculteurs chez vous? Alors, à Saint-Avertin, nous n'avons pas d'agriculteurs, mais nous avons encore un viticulteur. Et donc, on a des vignes dans le haut de Saint-Avertin. Ce sont des vignes qui existent depuis longtemps. Il faut dire que Saint-Avertin, autrefois, il y avait énormément de vignes. Et donc, il y avait toujours un tout petit château, une belle maison, grande maison. Il y avait les vignes autour et ça s'appelait des clos. Et donc, il y en a eu jusqu'à une quarantaine de clos dans Saint-Avertin. Et il y a encore des maisons, des vieilles maisons de Saint-Avertin qui s'appellent les clos. Et autrefois, il y avait des agriculteurs, mais lorsque le Cher a été modifié, pour ceux qui connaissent, par exemple, là où il y a maintenant Ikea, avant c'était des champs de blé, d'orge, voilà. Est-ce que le courant va dans la même direction chez vous que chez nous? Nous, le courant, il va d'est en ouest. Est-ce que chez vous, c'est pareil? Ça suit le courant Veretz, Saint-Avertin vers l'Atlantique. Oui, est-ouest, sans problème. Nous, on a vu un endroit privé à côté du Cher. Est-ce que vous avez aussi ça? Mais il n'y a pas d'endroit libre et privé. Il n'est pas habité, le bord du Cher. C'est public, tout part. C'est public, d'autant plus qu'en fait, avant, il y avait peut-être le Cher, comme il a été déplacé autrefois, peut-être qu'il longeait le bas des maisons, mais maintenant, comme il a été reporté un petit peu plus vers le nord et qu'il y a je trouve plus le mot, c'est pas une butée, une digue. La digue, pardon, voilà, la digue. En fait, maintenant, les maisons sont un peu plus loin du Cher qu'elles ne l'étaient autrefois, jusque dans les années 60. Voilà. Donc, et on peut s'y promener, a priori, on peut se promener partout le long du Cher et ce n'est pas privé. Il y a même un restaurant on était à une terrasse et ils ont laissé un espace, un chemin. On peut traverser la terrasse du restaurant, même en plein été, parce qu'il n'a pas été privatisé. Est-ce qu'il y a aussi des cyclistes qui ne savent pas où ils vont? Toi qui fais du vélo, Maryse, est-ce que tu sais toujours où tu vas, Maryse? Oui, quand je prends le vélo, j'ai décidé de faire telle boucle. L'été dernier, avec mon petit-fils qui avait 11 ans, j'ai regardé, c'était possible de partir de Saint-Avertin de chez nous et aller jusqu'à Montlouis.
justement passant par ce chemin cyclable, là, et revenir vers le château de la Bourdesière et reprendre le chemin, cette piste cyclable pour arriver sur Ikea et donc le pont Arcole et retrouver Saint-Avertin. Donc quand je pars, j'ai ma boucle dessinée en fait. Je pars pas comme ça à l'aventure. Mais on amène le pique-nique, on prend la journée, on avait mangé là dans le parc de la Bourdesière, le château sur Mont-Louis. Nous avons vu des boutons d'or. On les reconnaît parce qu'ils sont jaunes. Jaune doré. On voit des fleurs violettes. On voit des pissenlits en blanc et puis on peut les souffler. Le pissenlit a des pics blancs et on peut les souffler. Je prends la tige et je souffle sur les pics. Au bout du pissenlit blanc, les petites tiges qui s'envolent sont des akènes à aigrette. Akène à aigrette. A-K-E, accent grave, N-E-A, aigrette. Pourquoi tu souffles dessus? C'est pour faire un vœu après. C'est quoi cette fleur? C'est la même, mais sauf que les pétales qui doivent être en bas, ils sont en haut. Elle n'est pas au même stade de développement. Elle n'est pas au même stade de développement. Ouais. J'ai trouvé une nouvelle fleur en forme de feuille, un peu, et elle est verte et un peu orange. Ici, on voit une limace un peu couleur brun. Et ses antennes, ils sont ronds, des ronds mais noirs. Et quand on se baisse, on peut voir ses petites antennes. C'est un peu beau, ça a l'air. Ce qu'on observe là, ce sont des roseaux. Parce qu'il y en a... Déjà, les roseaux, c'est haut. Et il y en a beaucoup quand il y a de l'eau, et il y a de l'eau à côté. Déjà, elles sont hautes. C'est haut des roseaux, donc. Et aussi, c'est un peu poilu des fois, comme ça. C'est marron-jaune. Je suis parti de la ville aux Dames, j'étais jusqu'à Mont-Louis. Après, je suis allé jusqu'au pont de Vouvray, de Verrette. Et puis maintenant, je rentre chez moi. Je vais jusqu'au barrage de l'Arcet, puis après, je retourne à la ville aux Dames. Je suis parti vers 8h15 à peu près. Oui, je vais arriver vers 11h moins 10. Je marche comme ça toutes les semaines, quand le temps le permet. Parce que quand il pleut, évidemment, j'y vais pas. Je marche comme ça pour me maintenir en forme. J'ai quand même 83 ans. J'ai choisi ce parcours-là parce qu'il y a partout, il y a un chemin, une voie cycliste. Ça m'évite de marcher sur la route. C'est toujours agréable, parce qu'il fait, surtout quand il fait beau comme aujourd'hui. Et puis qu'on rencontre des gens sympathiques comme vous. Le Cher, je le trouve comme d'habitude, quoi. De temps en temps, il est un peu haut quand il pleut beaucoup. Et puis, il est pratiquement toujours au même niveau, autrement, parce qu'il y a le barrage qui l'écrète. Donc, ah oui, on le voit changer. On voit surtout changer au fil de saison. C'est surtout la végétation qui change. Et les cultures dans les champs qui permettent de voir l'évolution, quoi. Ici, on voit de l'annexe hydraulique. L'annexe hydraulique. Les annexes sont d'anciens bras de rivière qui se situent au part et d'autre du cours principal et qui sont plus ou moins connectés à ce cours d'eau au cours de l'année. On parle également de bras morts de boire. Ces bras de rivière ont subi de profonds changements au cours du XXe siècle. Les extractions
de sable dans le lit principal des cours d'eau ont conduit à enfoncer leur lit et donc à assécher ces annexes hydrauliques. Ces bras morts se sont boisés, ce qui a limité le développement de plantes semi-aquatiques propices à de nombreuses espèces. Ces annexes, devenues moins fonctionnelles hydrauliquement, ont perdu leur intérêt biologique. C'est la raison pour laquelle la Fédération mène ses travaux de restauration. Quel intérêt pour la pêche? Ces travaux permettent d'augmenter les densités de poissons, ce qui est favorable pour les pêches de loisirs. Attention, la pêche dans les annexes hydrauliques est interdite temporairement ou toute l'année pour protéger les espèces qui s'y reproduisent. Ici, vous êtes sur le site de l'Écrange, sur la commune de l'Arcé. En 2017, des travaux ont permis de retirer des arbres et bois morts qui, d'une part, obstruaient la connexion entre l'annexes hydraulique et le Cher et limité le développement de la végétation herbacée d'autre part. On voit des fleurs. Elles sont petites, elles sont blanches et elles sont sur des arbres. Elles ont des pics blancs et au-dessus des pics blancs, ils ont des points jaunes. Le jaune, c'est le pollen de la fleur. Est-ce que quelqu'une ou quelqu'un sait ce qu'est cet arbuste avec cette petite fleur? Je pense que c'est du prunelier, donc qui donne des petites prunelles là, à l'automne. Il y avait aussi mélangé sur celui-ci, on voit les grandes feuilles d'églantier. Voilà, merci. Ça ressemble à la fleur du prunier. Les pruniers, les prunus sont en fleurs actuellement dans nos jardins. Donc je pense que c'est du prunelier. On remarque la feuille, les pétales qui sont blanches, les étamines avec le pollen sur la pointe de l'étamine. La fleur du prunelier est composée de 5 pétales blancs. En son centre, on trouve les étamines, qui sont des petites excroissances blanches surmontées d'un point jaune qui est le pollen. Et tout au milieu de ce groupe d'étamines, il y a une tige qui est très légèrement différente, qui s'appelle le pistil. Et c'est ce pistil qui recevra les graines quand elles seront mûres. Et à partir du moment... Et donc c'est la fécondation de la fleur. Quand les graines entrent dans le pistil, la fleur est fécondée. Et à partir de ce moment-là, le fruit peut se développer. Et sous la fleur, si on retourne la fleur, si les enfants retournent la fleur, correspondant à chaque pétale, il y a aussi 5 sépales.
La qualité de l'eau du Cher, elle s'est améliorée parce qu'on a notamment beaucoup travaillé sur l'assainissement des eaux usées. Après, on a encore quand même des polluants, phosphore, nitrate et puis aussi des pesticides. Donc ça, on en retrouve encore. Donc il y a encore des efforts vraiment à faire au niveau de l'assainissement collectif, au niveau des collectivités, mais aussi des professionnels agricoles. Et donc là, il y a vraiment encore une marge de progrès. D'autant que avec le réchauffement climatique, on a en fait une eau qui va être plus chaude, se réchauffer davantage, avec un ensoleillement plus fort. Et du coup, le fait qu'on a plus de soleil, on va avoir un développement d'algues potentiellement plus important. Et si on nourrit trop les algues avec phosphore, azote, du coup on peut avoir des explosions d'algues et on appelle ça des booms algaux. Est-ce que ça a un impact, les petits gestes au quotidien, ou en tout cas les gestes que chacun peut faire chez soi? Je dirais que oui, ça a un impact de faire attention aux produits qu'on va rejeter. Je pense notamment aux eaux pluviales, par exemple. C'est-à-dire que quand on a une bouche d'égout, faut toujours imaginer que cette eau, ensuite, elle rejoint la rivière. Donc de jeter quelque chose dans une bouche d'égout, il faut imaginer que voilà, on va directement à la rivière et ce n'est même pas traité, généralement. Voilà, donc je dirais que c'est peut-être le geste où il faut faire vraiment très attention. Laver sa voiture, par exemple, au bord d'une bouche d'égout, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, comment on peut aider en fait au changement afin qu'il y ait moins de polluants en fait dans nos rivières, ou aussi qu'il y ait potentiellement moins de prélèvements d'eau dans les nappes ou dans les rivières? Ça, en effet, c'est des politiques volontaristes, des politiques qui vont aider notamment les professionnels agricoles, donc les aider à changer leurs pratiques, à revoir par exemple la couverture des sols. On le voit autour de Veretz notamment, on a des agriculteurs qui font assez attention aux sols vivants. Donc après, c'est comment on va continuer à les aider pour pouvoir à la fois gagner leur vie et puis avoir moins de pollution. Donc d'utiliser moins de désherbants, moins d'herbicides. Voilà, donc il y a ça. Il y a l'accompagnement aussi de plantation de haies. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important, qui est de plus en plus accompagné. Mais ensuite, il faut mettre les bonnes essences, qu'elles soient judicieusement implantées, en prenant en compte les machines des agriculteurs, des agricultrices. Voilà, donc c'est vraiment tout un travail au niveau du parcellaire, au niveau de la manière dont on va occuper le territoire. Nous, par exemple, là, actuellement, on travaille sur les questions de ruissellement. Les zones où vraiment l'eau, quand on a des gros à-coups d'eau, là, comme on peut en connaître de plus en plus, si on n'a pas de frein de haies, par exemple, l'eau va entraîner la bonne terre, va entraîner aussi les polluants directement vers la rivière. Donc on essaye de bien identifier où ce serait le plus judicieux de planter des haies. Là, sur le panneau, il y a écrit barrage. Ça veut dire que pas très loin, il y a le barrage. Là, on voit mieux le barrage et avec le barrage, on peut voir une grosse vague. C'était l'écluse de Larçay. Celle-ci, je ne sais pas si elle fonctionne encore, alors que celle de chez nous, à Veretz, elle fonctionne. Oui, le barrage à aiguille de Larçay, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne en grosso modo? Juste en face de moi, entre les deux grands murs, vous voyez là où l'eau s'écoule, eh bien c'est là qu'on plante les aiguilles. Il y a des trous
dans du béton. On les plante dedans et ça empêche l'eau de couler. En fait, il n'y a pas que des trous, il y a toute une armature métallique qui est complètement couchée dans le fond du lit du Cher et qu'il faut relever d'abord. Et ensuite, contre cette armature métallique, il y a donc ces aiguilles, donc ces poteaux de bois qui sont enfoncés côte à côte pour arrêter ou freiner le passage de l'eau. Ça sert à quoi de freiner le passage de l'eau? Ça sert à maintenir un niveau d'eau un peu plus haut, en amont, c'est-à-dire avant, de manière à permettre la circulation, qu'il reste suffisamment d'eau pour permettre la circulation des bateaux. Et aujourd'hui, ça sert à quoi alors? C'est pour aussi ça? Oui. Ça sert aussi à ça, oui. Bon, il y a juste quelques bateaux de loisirs, je veux dire, qui passent sur le Cher l'été. Et effectivement, quand il y a beaucoup d'eau comme en ce moment, la force de l'eau, elle emmènerait tout le barrage, toutes les aiguilles. Donc c'est pour ça que quand il y a beaucoup d'eau, le barrage, il est abaissé. Les bateaux qui fonctionnent sur le Cher actuellement s'appellent des futreaux. On en a deux même à Virette, 2 futreaux. Et les futreaux, ils passent ici? Alors là, ils ne viennent pas jusqu'ici, les futreaux, je ne pense pas. Alors, ils peuvent venir ici jusqu'au barrage, mais je pense qu'ils ne peuvent pas. Elles ne fonctionnent pas, celles-ci. Parce qu'effectivement, pour que les bateaux puissent passer là où il y a un barrage, il faut qu'à côté, il y ait une écluse, qui est un moyen de faire monter le bateau quand il remonte le courant de la rivière, ou le faire descendre quand il descend le courant de la rivière. Et là, cette écluse, elle n'est pas équipée de portes. Il reste juste la forme de béton, enfin de pierre, mais il n'y a pas les portes qui le permettent. Donc les bateaux de Virette peuvent venir jusqu'ici, mais là ils ne traversent pas, ils refont demi-tour. Oui, oui. Ah, il y a un monsieur, on va aller le voir, je vais aller le voir. Nous habitions ici, là, avec mes parents. Nous étions 12 avec mes parents. Et voilà, on a été élevés ici, auprès du barrage. Ben, il avait 2 emplois, il était maçon, et puis donc, là, d'abord c'était pour avoir le logement aussi, parce que donc c'était gratuit malgré tout. Et voilà, une petite rémunération. Moi, je crois bien que c'était même pas rémunéré, juste un logement gratuit, donc il s'occupait du barrage. Voilà. Ben, c'est des maisons éclusières, parce que dans le temps, il y avait des péniches qui passaient là. Comme vous connaissez sûrement sur les diverses... c'était les canals maintenant. Et maintenant, enfin là, à cette époque-là, j'étais sur les rivières. Et c'était navigable. On allait à l'école de l'autre côté, bien sûr. Alors, l'hiver, c'était à la rame. Vous faisiez comment pour traverser? À la rame, sur un bateau. On avait un bateau, puis on faisait la traversée. Voilà. Et juste, alors, c'est quoi l'histoire de ce barrage? Vous connaissez un petit peu? Ouais. C'était pour la navigation, ça a été fait pour régulariser les biefs qu'ils appelaient à l'époque. Ils faisaient des biefs comme il y en a. Alors au-dessus de Virette, vous avez Roujoux, c'est la même chose. Et après vous en avez un autre, et ça va jusqu'à Chissot, même plus loin, dans le Loir-et-Cher, sur le Cher. Puis alors maintenant c'est tout un truc parce que c'est pour les poissons migrateurs, soi-disant. Pour les poissons migrateurs, alors ils lèvent les barrages, ils les relèvent après un coup que les poissons ont frayé, et puis ils remontaient. Mais c'est pas évident, je pense. Alors sur certains trucs, ils ont fait des passes à poissons qu'ils appellent. Comme vous avez pu en voir une. Si vous êtes perspicace et puis vous montez jusqu'à le barrage juste en dessous du château de Chenonceau, parce que vous avez Chenonceau. Et là, vous pourrez voir, il y a une passe à poissons qu'ils ont fait. Mais bon. D'accord. Donc vous avez grandi ici, et quand on grandit ici, on grandit bien? Dans ce temps-là, il y avait des saisons. Moi, j'ai connu de la neige, à 1 mètre de neige ici. Dans la région, pas qu'ici. Alors ça. Et des glaçons, là. D'ailleurs, le Cher a été pris par les glaçons, c'était en 2012. En 2012, le Cher a été envahi par les glaçons.
Et donc vos parents étaient éclusiers? Voilà, mon père il s'occupait du barrage, lever, le descendre, selon les saisons, quoi. Puis quand il y avait des crues, il fallait enlever les aiguilles qu'on appelle, comme elles sont là, vous voyez. Est-ce que on nous a expliqué le fonctionnement, mais peut-être vous pouvez nous le réexpliquer, nous, comment ça marche? C'est quoi le fonctionnement de ce barrage alors? Le barrage était pour réguler. Alors donc, éventuellement, quand il y avait des crues ou des petites montées des eaux, quoi, et bien on régulait avec les aiguilles, là. On enlevait les aiguilles, et donc ça faisait baisser un peu le niveau, quoi, le maintenir, selon. Et quand il n'y en avait pas assez, justement, on faisait le contraire. On remettait des aiguilles pour faire monter. Toute cette longueur-là, là où vous voyez l'eau couler, là. Là, c'est tout ça le barrage, là. Alors donc, vous voyez, il faut une certaine quantité d'aiguilles, quoi. Et c'est pas dangereux comme action à faire? Si, il faut savoir. D'ailleurs, vous voyez, ils ont fait de la sécurité. Dans le temps, il n'y avait pas trop de sécurité. Enfin, mon père ici, il a eu des gilets de sauvetage, mais bon. Mais on peut pas se faire emporter par le courant quand on fait ça? D'ailleurs, il y a eu des accidents. Pas de mon temps, mais bon, il y en a eu. Parce que vous voyez, maintenant, ils ont fait de la sécurité. Donc, quand ils s'occupent du garage, du barrage, je veux dire, et il y a un câble, vous voyez, qui passe. Donc, ils s'attachent, et puis là, ils sont en sécurité, pour le monter, puis etc. Ok. Je vous remercie, monsieur. De rien. Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi. Le Cher, quand je te regarde, je vois ton sourire, ta splendeur, ta gentillesse, et je te souhaite que les habitants de toutes les villes où tu passes te respectent. Le Cher, si tu étais un enfant, tu serais sportif, fort, joueur, intelligent, car c'est ce qui reflète quand je te vois. Quand je te regarde, je vois cette eau et ces petites filles. Et je te souhaite que tu ne sois pas trop pollué. Si tu étais une matière, tu serais de l'or, car à nos yeux, tu es le plus précieux.